Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble sont les outils de gestion de version comme Git, comme SVN, comme Mercurial. Alors là, c'est vraiment un podcast aujourd'hui, vraiment sur l'introduction de ces outils-là, hein. On va pas, il faudrait faire un podcast et même peut-être plusieurs sur Git ou sur SVN hein, pour vraiment rentrer en profondeur. Mais là, c'est vraiment voir en deux parties hein, une introduction à ces outils-là et surtout, pour moi, ce qui est primordial, c'est aussi les bonnes pratiques pour utiliser ces outils, car au cours de ma carrière, alors j'ai rédigé pas mal de docs hein, sur ce type d'outils-là et surtout sur les bonnes pratiques, parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié et on se retrouve avec ce type d'outil qui est très difficilement utilisable parce que ben, les développeurs en général les utilisent de mauvaise manière. Alors avant de commencer, hein, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci hein, de suivre cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas hein, à vous abonner hein, pour suivre l'actualité digitale. Et donc on commence par bien une introduction hein, au système de contrôle de version. Donc qu'est-ce que c'est que ces systèmes de contrôle de version? Alors on les appelle aussi VCS, hein. Ce sont des outils donc, qui permettent de gérer hein, les modifications apportées au code source en conservant un historique complet de chaque changement, hein, donc qui permet aux développeurs de travailler à plusieurs développés, hein. Alors, on peut même être tout seul, hein, même tout seul on peut en utiliser, hein, il vaut mieux aussi, hein, de travailler simultanément sur le même projet sans conflit, de revenir à des versions antérieures du code et de suivre qui a fait quelle modification et quand. Moi, je sais que quand j'ai commencé à développer, ce type d'outil n'existait pas. On était obligé un peu de le faire de manière manuelle. Mais c'est vrai que ça a changé grandement la vie des équipes de développement ou même du travail en tant que tel de développeurs. Alors, les types de systèmes hein, de contrôle de version, il en existe deux hein, types. Donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes de contrôle de version centralisés, c'est les CVCS, hein. Donc, en gros, c'est quoi? Il va y avoir un dépôt central où le code est stocké. Les développeurs se connectent à ce dépôt central hein, pour obtenir la dernière version du code ou pour soumettre leurs modifications. Alors un exemple d'outil, c'est Subversion, hein, SVN, hein, qui est très connu, et ou par exemple Perforce, qui est sur ce type de système de contrôle de version. Alors, les avantages, c'est simple à utiliser, convient aux petites équipes et l'avantage, effectivement, tout est centralisé. Et pensez à faire des backups de ce dépôt central. Enfin voilà, ça ça paraît naturel de ce que je dis, mais il y a certaines boîtes où je me suis rendu compte que faisaient pas de backup. Et voilà, il y a des entreprises que j'ai connues qui ont perdu plusieurs millions d'euros par la perte de leur SVN. Les inconvénients, donc effectivement, hein, voilà, je viens de l'expliquer, c'est risque de point de défaillance unique. Si le serveur central tombe, c'est terminé. Et après, ça va être très difficile à gérer pour des équipes distribuées, hein, voilà, donc plutôt petites équipes plutôt que voilà, des grosses équipes distribuées, pas forcément même endroit physique. Enfin bon, voilà. Le second type de système de contrôle de version, c'est ce que l'on appelle donc les systèmes de contrôle de version distribués. Donc c'est les DVCS. Donc dans un DVCS, hein, chaque développeur possède une copie complète du dépôt du code, hein, y compris son historique complet. Alors, pas obligé, mais enfin bon, déjà une grosse partie de l'historique normalement. Les modifications peuvent être partagées entre différents dépôts, hein, voilà, donc là on est carrément sur l'autre modèle, hein, inversé hein, au CVCS.
Le plus connu, bien sûr, c'est Git, hein, mais il y a aussi, Mercurial, bon, qui est plus, voilà, plus intimiste, on va dire. Mais voilà, ça, c'est l'autre type de système de contrôle de version. Les avantages, c'est beaucoup plus robuste, hein. Il n'y a pas de point de défaillance unique, hein. Si le PC du développeur il tombe, bon, s'il n'a pas commité et s'il n'a pas, hein, ça veut dire oui, effectivement, oui, là, on va peut-être perdre une journée, une demi-journée de travail, mais voilà, là, il y a beaucoup moins de risques que dans le premier cas, hein, voilà. Meilleur support, effectivement, pour les équipes distribuées et la fusion des branches est facilitée. Les inconvénients, c'est plus complexe à apprendre pour les débutants, hein, et ça, même pour des soi-disant des développeurs confirmés, souvent on se rend compte que ils savent pas le gérer parce qu'ils n'ont pas été formés, hein, voilà, on va être clair. Et effectivement, ça nécessite une gestion des branches, hein, et c'est là où ça pêche très souvent Git au niveau de la gestion des branches. Quelles sont les clés des systèmes de contrôle de version? Bon, alors la première, bon, je viens de la dire, hein, c'est la gestion des branches, hein, donc ça veut dire que ça permet de gérer des branches. Une branche, c'est une version, hein, une version du code sur laquelle on va travailler. Ça peut être sur des fonctionnalités spécifiques, hein, ça peut être par exemple ajouter une fonctionnalité à la classe qui permet de gérer les clients, voilà. Des fonctionnalités spécifiques, des petites ou des grandes, des corrections de bugs, hein, aussi, voilà, ça aussi, ça fait partie de la gestion des branches, ça peut être aussi pour ça. Et bien sûr, le tout, c'est que ça n'affecte pas la branche principale, ce qu'on appelle le master, qui est en fait le site en production tel quel. Et donc, effectivement, bon, on va pas le faire ensemble toute la partie DevOps ensemble, mais effectivement, ça va permettre effectivement après de faire des tests sur ces branches-là. Ça toujours est affecter effectivement la branche principale qui est notre logiciel ou notre site web. Voilà, donc c'est aussi cet avantage, hein, d'utiliser ces outils-là. L'autre fonctionnalité clé, c'est l'historique des modifications. Ça garde une trace de toutes les modifications apportées au code. Ça permet de savoir qui a fait quoi et normalement pourquoi. Alors ça aussi, effectivement, on va le voir ça ensemble. L'autre fonctionnalité importante, c'est la fusion et la résolution de conflits, hein. Donc c'est vrai que ça facilite la fusion des modifications provenant de différentes branches et ça permet de résoudre les conflits lorsque deux développeurs modifient la même partie du code. Ça aussi, hein, si vous aviez pas ça à une époque, si vous aviez, alors ça peut arriver toujours, hein, honnêtement, si les branches sont mal gérées, hein, que le travail d'un développeur écrase le développement d'un autre développeur et donc on peut se retrouver effectivement avec des régressions. Mais ça, normalement, si vous gérez bien l'outil, ça vous permet effectivement d'éviter ces problèmes-là ou de les détecter et de dire ah attention, il y en a deux qui ont travaillé sur la même chose, il y en a un qui a modifié tel et tel élément et ça peut faire planter tout le reste ou tout au moins voilà, hein, entraîner des bugs. Donc ça, c'est vrai que c'est un des avantages de ces outils-là. Et surtout, le dernier avantage très important, c'est revenir en arrière, hein. Permet de revenir donc à une version antérieure du code si une modification introduit un bug ou un problème. Ça peut arriver, hein, malheureusement, on a tous vécu ça. Au moins, l'avantage, c'est on peut facilement revenir sur une version antérieure plus stable et donc faire un rétropédalage, hein, pour retrouver une version correcte de son site web ou de son logiciel. Donc, pourquoi utiliser, hein, les systèmes de contrôle de version? La collaboration efficace, hein, même je dis tout seul, on doit en utiliser un, hein, voilà, pour pouvoir suivre tous ces historiques, tous ces éléments-là. Enfin voilà, c'est difficile de rentrer en conflit avec soi-même, mais bon, ça peut arriver, il y a des fois. Facilite donc la collaboration entre les développeurs, même s'ils sont répartis dans des régions géographiques différentes. Vous pouvez avoir des développeurs en Inde, au Maroc ou en France ou ce que vous voulez. Effectivement, ça va permettre de faire ce travail-là. La sécurité et la sauvegarde, hein, donc assure que le code source est sauvegardé et récupérable en cas de problème, hein. Il n'y a rien de plus
catastrophique de se retrouver avec un système qui tombe en panne et en fait tout le travail du développeur il part à la poubelle et on peut pas le récupérer. Donc ça effectivement ça permet de sauver. C'est pour ça que souvent on va le voir, les bonnes pratiques c'est faire des commits assez fréquents. Même il y en a certains qui le mettent en automatique pour effectivement si l'ordinateur du développeur tombe, ben au moins on perd pas des heures de travail. L'autre avantage, effectivement, c'est l'audit et la conformité. Ça permet d'avoir un historique détaillé des modifications. Ça permet effectivement de faire des audits et de la conformité pour savoir par rapport aux normes. Ça aussi, très important. On rentre pas. Bon, le podcast n'est pas lié à ça, mais effectivement, si vous suivez des normes et si vous devez vous effectivement valider certaines normes par rapport à votre code, ça, c'est vrai que ce style d'outil aide grandement. L'autre, on va dire, dernier grand point, eh bien, c'est la gestion des déploiements. Ça facilite la gestion des déploiements des versions du code déployées dans les environnements de test, dans les différents environnements, que ce soit effectivement l'environnement de développement, de test, de production. Voilà, ça claque une ligne de commande, clac, 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 et normalement, si vous avez bien fait votre travail, c'est très, très simple. Voilà, ça évite à ce que avant, au tout début, on était obligé, on savait pas trop ce qu'on avait modifié, donc on se disait allez hop, je sauvegarde tout, allez hop, je déploie tout en production et autres, etc. Là, non, là, effectivement, on peut faire vraiment déployer ce qui a été modifié et autres, etc. Et donc réduire les temps d'indisponibilité de plateforme ou autre, etc. si vous faites des mises en production. Donc voilà, ça c'est vraiment, aujourd'hui, comme je le disais, ça fait partie vraiment du travail de base. Comme je disais, aujourd'hui, on va pas avoir Git parce que ça mériterait un podcast rien qu'à lui, même peut-être plusieurs. C'est la même chose pour Subversion, mais bon, dites-vous quand même qu'il y a beaucoup de choses, enfin, vous l'avez vu, qui sont communes. C'est juste la manière, effectivement, dont on décentralise ou centralise les données qui changent entre ces outils-là. Ce que je voudrais que l'on voit ensemble, bien, c'est plutôt les bonnes pratiques de gestion de version. Donc c'est vraiment essentiel, comme je disais, moi je me suis retrouvé dans beaucoup d'entreprises, malheureusement où on se retrouve avec des Git. Alors, j'ai très souvent travaillé avec Git, mais de temps en temps avec SVN. Mais bon, oui, en fait, enfin, la gestion des branches est mal faite et enfin, on se retrouve avec un outil qui est inutilisable et les déploiements sont vraiment très 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 laborieux. Donc l'utilisation des branches, donc vous l'avez compris, les branches permettent de travailler sur des fonctionnalités, sur des bugs, même sur des expérimentations, mais tout ça de manière isolée sans affecter la branche principale du code. Donc les bonnes pratiques, ça peut être le branching convention. Donc c'est effectivement adopter une convention de nommage claire pour les branches. Par exemple, ça peut être la features et le nom de la fonctionnalité, bug fixing et la description du bug, d'éviter de se retrouver avec des branches qui s'appellent 01, 02, 01A, 02B. Enfin voilà, ça effectivement, quand je vous disais que moi j'ai déjà effectivement dans des grosses entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, développer de la documentation effectivement pour expliquer les branches et surtout le nommage pour que tout le monde utilise le même nommage et qu'on puisse s'y retrouver. Voilà. Les bonnes pratiques aussi, c'est le branching stratégie, donc effectivement avoir une stratégie de branchement comme Gitflow, GitHub Flow ou Trunk-based Development pour vraiment structurer le développement. Voilà, donc effectivement dans Gitflow, vous allez avoir masters, vous allez avoir develop, vous allez avoir les features, les releases, les hotfix. Donc effectivement, tout ça vous permet d'avoir une gestion correcte de vos branches. Et normalement, quand vous allez dans la branche hotfix, dedans vous allez avoir effectivement des correctifs. Pareil pour les releases ou les features et autres, etc. Vous devez normalement pouvoir retrouver facilement vos branches et comprendre à quoi elles servent. L'autre bonne pratique à avoir, je l'ai un peu dit avant, c'est le commit fréquent et atomique. Donc c'est vrai que faire des commits fréquents et atomiques, ça veut dire de manière logique et complète, qui permettent de garder donc un historique des modifications claires
et facile à suivre, d'éviter d'avoir des développeurs qui vous committent une semaine ou 2 semaines de travail en une seule fois. S'il y a le moindre problème au sein de ce qu'ils ont commité, alors bon, déjà, hein, on en revient toujours sur le même problème. L'ordinateur plante, ben on perd 2 semaines de travail. Surtout, si on doit faire un retour en arrière, ça veut dire qu'il faut enlever 2 semaines de travail, alors qu'il y a peut-être juste un élément qui marche pas et autres, etc. Mais ça, le problème, c'est que vu que la personne a commité 2 semaines de travail, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est pas une manière de bien travailler. Donc les bonnes pratiques, effectivement, c'est les commits messages, hein, rédiger des messages de commit clairs et descriptifs, utiliser le format impératif, hein, pour décrire ce que fait le commit. Ça aussi, alors les commits messages sont très importants, hein, éviter de laisser un message blanc, hein, voilà, ou un- une barre espace pour dire oui, oui, ça y est, j'ai laissé un message. Non, non, effectivement, il faut les rédiger, mais aussi pas raconter de sa vie. Et c'est pareil, ça aussi, ça fait partie des choses où l'on doit se mettre d'accord au niveau des développeurs, la manière dont on doit rédiger. Et les atomic commits, voilà, c'est chaque commit doit représenter une modification logique et complète, hein. Donc voilà, éviter donc tout ce qui est les commits volumineux ou les modifications non liées dans le même commit. C'est pareil, hein, rechercher dans les commits parce qu'il y en a un qui l'a fait de mauvaise manière et il a collé une partie de son code qui allait modifier telle autre classe ou telle autre fonctionnalité dans le même commit d'un autre. Bon, ça va pas, hein. Donc voilà, hein, essayez voilà, d'avoir des commits fréquents et atomiques. L'autre élément, effectivement, les bonnes pratiques, c'est la revue de code, hein. Bon, on rentre pas non plus dans le cadre de l'agilité, mais enfin, ça rentre dans le cadre de l'agilité, mais voilà, les revues de code, les code reviews, hein, qui permettent d'identifier des problèmes potentiels ou des améliorations, hein, de la qualité du code et de partager. Si vous faites des code reviews en agilité, vous savez ce que c'est, hein, effectivement, de travailler tous ensemble et d'améliorer son code, voilà, et d'améliorer et corriger aussi en partie, pourquoi pas, la dette technique. Donc ça aussi, c'est fait partie des bonnes pratiques. Donc si vous faites des pull requests, hein, ce qu'on appelle des PR, donc ça permet de proposer des modifications et permettre aux autres membres de l'équipe de les examiner avant de les fusionner. Ça aussi, c'est une très bonne pratique, hein. Vous avez aussi comme bonne pratique la checklist, hein, c'est donc adopter une checklist pour les revues de code pour vérifier les aspects critiques comme les tests, la lisibilité, la sécurité. Ça aussi, alors vous pouvez aussi l'automatiser, mais il y a une partie, vous pouvez aussi le faire manuellement. Les feedbacks constructifs, hein, donc fournir des commentaires constructifs et spécifiques lors de la revue de code, hein. Ne pas faire un retour en disant c'est nul, ça n'apporte rien, mais effectivement d'expliquer et son point de vue, de dire bah, tiens, moi j'aurais fait de telle manière, ou tiens, ça, voilà, moi je l'écris de telle manière pour que ça soit beaucoup plus lisible, voilà, par rapport aux autres développeurs, et déjà aussi par rapport à soi-même. La quatrième bonne pratique, hein, ça va être les tests automatisés, hein. Voilà, donc l'intégration de tests automatisés dans le processus de gestion des versions permet de détecter les régressions et d'assurer la stabilité du code. Donc ça c'est pareil, hein, ça mérite un podcast, rien que même plusieurs, hein, sur les tests automatisés. Mais les bonnes pratiques, eh bien c'est le test coverage. Donc c'est maintenir une couverture de tests élevée avec des tests unitaires, des tests U, ou des tests d'intégration de bout en bout. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas on met en place et puis après les tests on les verra plus tard. Normalement, voilà, ça fait partie, hein, du pipeline quand on fait du développement et quand on utilise des outils de version. Il y a aussi le Continuous Integration, le CI. Donc voilà, hein, utiliser des pipelines de CI, hein, pour exécuter automatiquement ces tests à chaque commit ou pull request. Vous avez même, il y a des fois des commits qui peuvent être bloqués, hein, sur certains systèmes tant que la personne n'a pas réalisé, qu'il y a des tests qui ont été réalisés et que c'est bloquant, bien on n'accepte pas le commit du développeur. Il y a aussi le fail fast, hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est un pipeline continuous integration à mettre en place pour échouer rapidement, enfin voilà, qui échoue si les tests échouent, et voilà, et donc ça permet effectivement de corriger les problèmes dès que possible.
L'autre bonne pratique, c'est la documentation et les conventions, hein, voilà, donc une bonne documentation et des conventions claires, hein, aident les développeurs à comprendre le processus de gestion de version et maintenir une cohérence dans le code. Donc ça, même non, techniquement, c'est un amont avant de lancer le projet. Normalement, alors quand on est dans une grande boîte, elles existent et autres, etc. Mais au moins, il faut avoir fait l'effort de l'avoir lu, hein. Même il y a des fois, moi j'organise une réunion en amont du projet pour qu'on se mette tous d'accord effectivement sur tout ce qui est convention et documentation. Donc les bonnes pratiques, c'est le README, hein, un fichier README à jour dans le dépôt avec les instructions sur la configuration du projet, le workflow de développement, etc. etc. Bon, vous n'êtes pas obligé, voilà, moi le fichier README, mais bon, il y a des fois je le déporte sur d'autres outils, mais bon voilà. Le contributing.md, donc voilà, créer un fichier contributing.md pour documenter les conventions de commit, de branchement et de revue de code. Et la dernière bonne pratique par rapport à documentation et convention, c'est le Code Style Guide. Donc effectivement, c'est adopter et respecter des guides de style de code pour assurer une cohérence dans le code base. Ça aussi, c'est très très important. Chaque développeur, effectivement, normalement, a son propre style d'écriture, mais quand même qu'on arrive à un style commun par rapport à l'écriture du code et du logiciel pour pouvoir s'y retrouver. La dernière bonne pratique, c'est la gestion des versions et release. Oui, hein, c'est essentiel, hein, pour suivre l'évolution du logiciel et fournir une version stable aux utilisateurs. Donc la bonne pratique, c'est le versionning, hein, utiliser un système de versionning sémantique. Semantic versionning pour nommer les versions du logiciel 1.0.0, 1.1.0, 2. Voilà, ça vous le connaissez, mais ça c'est pareil, hein, ça il faut le formaliser et autres, etc. Et le suivre, hein, voilà, éviter de se retrouver avec des choses plus ou moins folkloriques. Le release tag, hein, donc ça aussi, c'est créer des tags pour chaque release afin de marquer les points importants dans l'historique du code. Ça aussi, ça permet de s'y retrouver. Et les release notes. Hein, toujours pareil, rédiger des notes de version détaillées pour informer les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités, des correctifs de bugs et des modifications importantes. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une bonne introduction, hein, pour comprendre ces outils et surtout les bonnes pratiques. Surtout les bonnes pratiques. Je vous remercie, hein, d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire, hein, pour continuer à échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.